Bonjour et bienvenue, je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de l'ICFJ sur le reportage des crises mondiales. L'ICFJ pour les francophones ou ICFJ pour les anglophones, c'est le Centre international pour les journalistes basé à Washington. L'organisation qui pilote le sommet mondial Empowering the Truth, lancé depuis le début de ce mois de mars en 7 langues, avec des sessions de formation virtuelles de 2 heures chaque jeudi. C'est un programme de 3 ans pour lutter contre la désinformation. Et à l'issue du sommet, les participants qui assisteront à au moins 3 des 4 sessions de formation seront éligibles à des subventions et à un mentorat pour développer leurs propres projets multimédia, des projets qui innovent dans la diffusion d'informations factuelles. La première session de formation s'est déroulée le jeudi dernier avec Monsieur Laurent Bigot, qui est le directeur de l'école publique de journalisme de Tours, qui vous a expliqué comment construire des réseaux médiatiques, comment bâtir des alliances et des partenariats qui amplifient la portée de vos contenus. Aujourd'hui, pour la seconde session de ce sommet, nous nous concentrons sur la façon dont vous pouvez atteindre des publics inatteignables, c'est-à-dire comment atteindre un public difficile et complexe, ou mieux encore, comment atteindre des audiences vulnérables à la désinformation. Et c'est en compagnie de M. Eric Nahon, qui est l'ancien directeur adjoint de l'Institut pratique du journalisme de l'Université Dauphine, qui est une école de journalisme, et aussi l'ex-président de l'Association européenne de formation en journalisme. Nous l'avons reçu dans un autre cadre, pas dans le cadre de ce sommet, et nous avons en début d'année parlé des compétences que doivent rechercher les journalistes ou quel avenir pour les journalistes en 2024, quel avenir pour le métier. Et c'était une superbe session et je ne doute pas, chers confrères et consoeurs qui participaient à cette formation, que vous passerez un très bon moment avec Monsieur Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation pour animer cette formation. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Bah, dis donc, je n'ai pas du tout intérêt à vous décevoir, ni Kossi, ni vous qui suivez ce webinaire. Donc, effectivement, je m'appelle Eric Naon. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais directeur adjoint d'IPJ Dauphine. Aujourd'hui, je suis journaliste indépendant, consultant et formateur indépendant pour de la stratégie éditoriale, des informations, réseaux sociaux, mais aussi intelligence artificielle. Et ensemble, on va revoir à la fois les bases de la désinformation. Je ne vous ferai pas l'insulte non plus de vous faire un cours de fact-checking parce que je pense que vous êtes tout à fait calé là-dessus. Mais l'idée va être de réfléchir ensemble à comment atteindre les publics inatteignables. Et surtout, j'espère qu'il y aura de la participation parce que la recette magique, c'est vous qui l'avez et pas moi. Et c'est dans l'intelligence collective qu'on sera les meilleurs, je pense. Comme nous en avons l'habitude, ce sera 1 heure de formation. Les 30 dernières minutes sont consacrées éventuellement aux questions que vous aurez à poser au formateur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans. Mais nous diffusons également cette formation dans notre groupe privé sur Facebook. Et pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Je me ferai le plaisir de les lire et de les faire, de les transférer au formateur pour une réponse. Encore, bonne session de formation à tout un chacun. Monsieur Nahon, la parole est à vous. Merci. Ben, je vais commencer par partager mon écran. Ah, je ne peux pas. Ah, Il attends, va je vous passe la main pour que vous puissiez le faire là. Vous n'êtes un instant nommé animateur, c'est parfait. Maintenant, vous pouvez partager votre écran. Alors, hop. Tac. Ah, alors, petit. euh, Juste une petite configuration Voilà. à faire. Et alors, normalement, maintenant, on est bon. Pardonnez-moi pour ce petit retard. Hop, ici. Voilà. C'est Alors, parfait. merci. Je tiens d'ailleurs à vous dire que si vous avez des questions pendant la session de formation, ça ne me pose aucun problème. Bien au contraire, il y a des moments où je vais vous demander
vos avis parce que ça nous permettra ensemble d'avancer. L'idée donc de ce webinaire maintenant va être de comprendre, analyser et déjouer les principes, enfin de comprendre d'abord les principes de la désinformation, d'analyser les ressorts de la désinformation et d'essayer aussi d'analyser qui sont les publics vulnérables ou inatteignables. Et on va voir que ça n'est pas facile du tout. Et ensuite, déjouer, mettre en place des actions. Et là encore, c'est assez difficile. Donc, on essaiera d'évoquer des cas d'école à partir de ça, parce que il n'y a pas, à mon sens, c'est bien là le problème. Autant il y a des, il y a un guide pour être le parfait désinformateur, mais il n'y a pas, je pense que les réponses à cela sont éminemment individuelles en fonction de votre média et de vos publics et des gens que vous souhaitez atteindre. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre ensemble la désinformation, voir aussi quelques exemples et ensuite en discuter. Tout d'abord, avant d'expliquer la désinformation, et je suis désolé, chers amis journalistes, mais c'est mon passé de prof de journalisme qui reprend le dessus, je me sens obligé d'expliquer ce qu'est une information. Une information, comme on disait quand j'étais élève en journalisme, elle doit être punie, c'est-à-dire qu'elle doit être proche, utile, nouvelle et intéressante. Et donc, une information, ça n'est pas une anecdote, ça n'est pas un potin, ça n'est pas une impression, parce que votre information, elle doit être fiable, elle doit être sourcée et recoupée. Bien sûr, vous le savez, mais il s'agit d'un fait. Et je vais avancer là-dessus parce que aujourd'hui, le cœur, à mon sens, encore une fois, du succès de la désinformation, c'est qu'on repose en fait sur les croyances, sur les opinions et non pas sur des faits. Donc, on rappelle, le fait peut être vérifié et prouvé. Hein, le fait est une information objective. Voilà, il y a sur ma table, il y a un verre. Il est posé sur la table. Que vous pensiez que ce soit faux ou pas, c'est votre problème, car le fait, il est là. Mon verre est sur la table. Une opinion, elle représente une façon de penser. C'est la façon de penser d'une personne. C'est une perception subjective qui peut varier d'une personne à l'autre. Elle est discutable. Voilà. Je pense que Kossi Balao est un super community manager. C'est mon opinion. Après, son travail va prouver que c'est un fait. Vous voyez la différence d'enchaînement. Et si vous contestez cela, vous contestez, d'une part, au début, mon opinion, c'est tout à fait votre droit, mais à partir du moment où je vous aurai prouvé que les faits sont avérés, il n'y aura plus normalement de contestation possible. C'est bien là un des cœurs du problème aujourd'hui. On va tenter de définir ce que sont les fake news. Alors, j'utilise beaucoup de français, hein, c'est les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles sont des messages qui prennent la forme d'informations fausses ou truquées, qui sont relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias. Par certains médias, je n'entends pas les journaux, j'entends des médias au sens propre, c'est-à-dire, par exemple, des plateformes de chaînes YouTube ou autres qui sont différenciées des réseaux sociaux. Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fausses nouvelles, c'est faux, c'est truqué et c'est relayé. C'est ce qui va faire la définition de la fake news et de la fausse nouvelle. On va aller un petit peu plus loin là-dedans parce que la réalité est totalement multiple. Hein. Vous avez le célèbre personnage Homer Simpson qui va poster différentes choses sur Internet. Donc, je l'ai choisi ici pour ce qui va représenter monsieur et madame tout le monde, hein, le public vulnérable et inatteignable qui ne regarde pas la télé, qui n'écoute pas les journaux radio, qui lit assez peu les journaux sourds, fiables, qui va raconter tout et n'importe quoi juste pour s'amuser. Vous avez ensuite un certain ancien président des États-Unis
qui a popularisé ce terme de fake news, qui veut dire aujourd'hui, et qui est devenu extrêmement populaire, comme vous le savez, et fake veut dire bidon en français. Ça ne veut pas dire faux, ça veut dire bidon, en carton, comme un décor de cinéma. Donc, en faisant ça, il avait une phrase en disant: si alors vous pensez que ça, alors vous êtes une fake news. Et il répondait en conférence de presse, je crois, à un journaliste. Ce faisant, il a utilisé le terme fake news pour le discréditer. Ça a très bien marché, car nous voilà maintenant considérablement affaiblis. Qu'est-ce qui est nouveau dans tout ça? Parce que finalement, des attaques contre la crédibilité des journalistes, il y en a toujours eu. De la désinformation et des rumeurs, il y en a toujours eu. Qu'est-ce qui est nouveau? La viralité. La viralité va amener une ampleur absolument démentielle, voilà, une progression algorithmique à cela, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, tout le monde est exposé partout à la désinformation. Quand j'ai commencé mes cours sur la désinformation, donc un tout petit peu avant la présidence de Donald Trump, j'avais une classe et je leur demandais qui a déjà été exposé à la désinformation. Parfois, une personne, en poussant bien, disait: «Oui, moi, j'ai reçu un email de mon tonton acariâtre qui m'a envoyé des fausses nouvelles, des choses qui étaient fausses. Voilà. Le Covid est passé par là, l'énorme, comment dire, euh, l'énorme machine à désinformer post-Covid est aussi passée par là. Et le dernier cours que j'ai assuré, quand j'ai demandé qui a été exposé à la désinformation, les 25 personnes présentes dans la classe ont levé la main sans aucune once d'hésitation. La contamination, l'exposition est mondiale, le virus est mondial et touche absolument tout le monde. Voilà, moi j'aimerais maintenant savoir si vous-même, en tant que journaliste, vous êtes confronté à cela. Alors si c'est un petit peu compliqué pour qu'aussi on pourra en parler à la fin de la session, mais aujourd'hui, je le crois, la désinformation est absolument partout dans le monde. Elle touche par le biais de nos téléphones portables, qui sont nos principaux réceptacles d'information et de communication. Elle se loge sur des faux sites internet, sur les posts de réseaux sociaux, sur vos groupes WhatsApp ou Signal ou Telegram. Bref, elle est absolument partout. Qui sont les acteurs? Les acteurs, au départ, on pouvait penser des entreprises qui cherchaient à amoindrir, par exemple, la parole de journalistes pour pouvoir continuer leurs affaires. Ça, c'était quand même les premières choses. Aujourd'hui, nous avons des États qui, au sein même de leurs cabinets gouvernementaux, produisent de la désinformation en masse ou via des entreprises, je pense par exemple à TikTok, qui est un vecteur de désinformation et ne fait rien pour la limiter, nous empoisonne le cerveau. Nous avons aussi des particuliers, monsieur et madame tout le monde, qui vont produire de la désinformation pour deux raisons. La première, pour certains, ça les amuse. Voilà. Enfin, on va dire trois raisons. Il va y avoir une raison idéologique, il va y avoir une raison d'amusement, de rien à faire, hein, monsieur Homer Simpson par exemple, mais d'abord et avant tout, pour l'argent. Comment peut-on se faire de l'argent avec la désinformation du quotidien? C'est très simple. Il vous suffit de balancer de la fausse information au kilomètre en inventant n'importe quoi, de publier un blog. Sur ce blog, vous mettez des pubs Google qui vont vous rémunérer à quelques centimes du clic, mais fois des milliers et des millions de connexions sur la page.
eh bien, vous avez à la fin du mois une somme relativement confortable, hein. C'est ce qu'on a dans les fermes à trolls de Macédoine du Nord, par exemple. On a des gens qui vivent très, très confortablement avec des revenus d'équivalent de 2 à 3 000 euros par mois, ce qui leur permet de gagner leur vie en dissertant sur je n'oserais même pas ici relayer les pires théories, mais des choses absolument absurdes et farfelues que certains politiciens couchent avec des singes, etc., ou ont été enlevés par des extraterrestres. Et vous voyez passer ça, et puis vous cliquez parce que vous dites mais c'est n'importe quoi ce truc. Ce faisant, vous déclenchez un clic et 0,004 centimes dans l'escarcelle du désinformateur. Tout le monde aujourd'hui est un acteur de la désinformation, y compris quand on relaye. Donc, ça fait partie aussi d'une certaine forme de prophylaxie, hein. De la même manière qu'on se lave les mains au gel hydroalcoolique pour éviter les virus, eh bien, il faut éviter de relayer tout ce qui vous paraît suspect. Mais vous le savez évidemment déjà. Il existe aujourd'hui, hein, selon la fondation First Draft, 7 types de mésinformation ou de désinformation, hein. Je reviendrai un petit peu après sur ces 2 termes. Je vais aller assez vite. Nous avons d'un côté la satire ou la parodie, c'est-à-dire il n'y a aucune mauvaise intention, mais c'est potentiellement trompeur. C'est-à-dire que je vais inventer des informations, mais pour rire, et certaines personnes vont les croire. Et vous avez de l'autre côté du contenu qui peut être manipulé ou de la création totale d'informations dans le but de tromper et de faire du tort. Je vais aller assez vite là-dessus. De toute façon, vous pourrez retrouver sans doute ce PowerPoint. Il y a différents types de mésinformation, c'est-à-dire de la désinformation produite par le mal journalisme, hein. C'est-à-dire une erreur manifeste, ça peut nous arriver à tous. Et souvent, nous avons cette P, c'est-à-dire nous avons la piètre qualité de journalisme, c'est-à-dire on fait mal notre travail. La parodie, ça peut être aussi de la provocation, hein, de l'agitation politique. On peut aussi donner de la désinformation par passion. Voilà, on s'emporte, on oublie un petit peu les choses. Par partisanerie, je suis militant politique et je décide par gain du profit, l'envie de pouvoir ou la lutte d'influence politique et la propagande. Voilà, ça fait partie des choses quand vous êtes en train de fact-checker des informations, vous cherchez aussi d'où ça vient et pourquoi, ce qui vous aide ensuite à donner du contexte à cette vérification de l'information. La désinformation, la mésinformation, il y a une différence à avoir, c'est l'intention de nuire, hein. Quand j'utilise le terme désinformation, c'est un mensonge délibéré qui est fait pour tromper. La mésinformation, on peut voir ça comme une erreur honnête. Pour le public, tout ça, c'est fake news. Voilà, pour le public, tout ça, c'est fake news, c'est la faute des journalistes, etc. Nous allons essayer, nous, d'être un peu plus, parce que la réponse est évidemment très différente. Si on est dans de la désinformation, dans ces cas-là, on applique notre protocole de vérification de l'information. S'il s'agit de la mésinformation et qu'il y a eu de l'erreur, on essaye de rechercher la cause de l'erreur. Si on en est la cause, on publie un rectificatif. Ça me paraît évident. Et au milieu, nous avons les canulars qu'il faut également repérer. Donc, désinformation, mésinformation et malinformation. La malinformation, ça peut être des fuites, du harcèlement, du discours haineux qui va amener une espèce de surexposition médiatique et comment dire, et également du bruit informationnel, ce qui fait que votre récepteur, votre audience, votre lecteur, lectrice va être complètement ne saura plus du tout ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce bruit de mésinformation, donc de désinformation et de malinformation, amène à une espèce de surexposition. Cette surexposition va faire en sorte que, dans l'esprit du public aujourd'hui, tout se vaut. Tout se vaut
à la fois au niveau de de ce que nous on appelle la hiérarchie de l'information, mais aussi tous les médias se valent. Et ça, c'est vraiment problématique. Tout ça va nous amener aussi à réfléchir sur comment atteindre notre public. Parce que si tout se vaut, journaliste, je ne vaux pas plus qu'un blogueur ou un influenceur. Voilà. Si demain, je mets un joli fond bleuté, un gros casque, un micro comme un influenceur à la mode, que je fais une chaîne Instagram ou TikTok et que je prends ma voix de professeur en me rapprochant comme ceci, en disant, vous savez, j'ai trois informations pour vous, les gens vont me croire. Voilà, les gens vont me croire. Et ils vont penser que je suis aussi légitime que le journal d'information, ce qui est un vrai problème. L'intention de nuire. Je vais m'attarder un petit peu là-dessus. Alors, c'est le diagramme le plus moche que j'ai jamais réalisé, mais il faut bien comprendre que la désinformation, c'est ce qui est faux et avec une intention de nuire. Si vous avez juste de l'intention de nuire, vous êtes dans la malinformation. Si vous n'êtes que dans le faux, vous pouvez être dans l'erreur honnête. La désinformation, c'est l'intention de nuire avec une information fausse. Un premier exemple. Nous avons un article qui vient d'un journal de collège, un journal de collège de Paris dans le 11e arrondissement. Allez, petit point où je raconte ma vie. Ma fille était l'année dernière en classe de 3e dans ce collège et participait à la rédaction de ce journal. Et sur mon temps libre, tous les jeudis midi, je me dépêchais d'avaler un sandwich et j'allais aider les élèves du collège à faire ce journal, à faire leur journal. Et un élève particulièrement intéressé par le communisme avait, parce que sa mère venait d'un pays de Roumanie et avait fui le communisme, s'interrogeait énormément et a eu l'idée d'interroger un militant communiste radical et d'interroger sa maman pour avoir les deux versions du communisme. Jusque-là, tout est normal. Vous voyez la mise en page. D'un côté, c'est les élèves qui ont fait la mise en page, hein, donc ce n'est pas du tout professionnel, mais d'un côté, il y avait une personne qui participe à des manifestations et de l'autre, une personne qui a subi le communisme. Jusque-là, on est d'accord, c'est équilibré. Et après, un petit article de synthèse expliquant le point de vue de l'élève. Le basique. Un parent scanne l'article et le met sur Twitter avec un compte qui s'appelle Protégeons nos enfants, qui est un proche des mouvances de l'extrême droite française, et prend deux, trois articles et dit au secours, on est chez les wokistes, soyez vigilants, les parents vigilants, protégez vos enfants de l'endoctrinement à l'école. L'article est tronqué et décontextualisé. Voilà, ça s'appelait encore Twitter à l'époque. Hein. L'article ensuite, l'article est tronqué, il est remaquetté. Donc vous voyez bien que maintenant il est sur deux colonnes, mais c'est ce qui était auparavant sur la colonne de gauche. Donc on a l'impression qu'il n'y a que c'est quoi le communisme avec l'interview du jeune militant. Et il circule ensuite sur Twitter sous sa nouvelle forme. Donc on est bien ici dans du contenu tronqué avec une intention de nuire. Et évidemment, le fin du fin, c'est repris par F de Souche, qui est une revue de presse d'extrême droite. Et le pauvre article du collège qui est à peine imprimé à la photocopieuse en 200 exemplaires pour les élèves du collège, se retrouve sur la revue de presse F de Souche pour Français de Souche. Hein, voilà, on a bien compris ce que ça voulait dire et qui explique quand le journal des élèves d'un collège public parisien fait entre autres l'éloge du communisme, le plus radical, etc., etc. Et avec aussi, regardez, il parle des LGBT, tout ça, tout ça. Donc, on est bien ici dans le b.a.-ba de l'intention de nuire et une manipulation qui se fait en 2 clics. Donc, moi, dans ces moments-là, mes premiers trucs et astuces pour reconnaître les stratégies de désinformation ou de reconnaître une information fausse, et c'est ce que je dis à tout le monde, tout le temps.
dans les bars, dans les cafés le matin, dans les restaurants, quand on me parle, dit hey, vous avez vu ça, ceci, cela, ou avec des amis, ou des enfants, ou des personnes âgées, on me dit si l'information qu'on vous propose est extraordinaire, si elle n'est pas reprise par d'autres sources, si l'émotion va au-delà du factuel, c'est-à-dire que cette nouvelle va me rendre furieux, ou va me mettre en joie, ou va me faire rire, et que je vais vite, vite, vite avoir envie de la partager. Et si c'est trop beau pour être vrai, si vous en avez 3 sur 4, là, il y a une petite lumière qui doit s'allumer, c'est warning, attention, il y a un problème. Ouais, c'est comme ça que j'explique aux gens comment reconnaître la désinformation. Et ils me disent, mais enfin, si c'est pas repris, c'est parce que ceci, cela, tous les médias sont de mèche. Non, tous les médias ne sont pas de mèche. Quand une information est reprise, hein, vous le voyez, vous êtes sans doute abonné à différents flux de journaux, différentes notifications. Une fois que l'information est vérifiée, chaque média veut l'envoyer à sa communauté, à son audience. Et donc, il est normal qu'une information circule et soit reprise. Parfois trop aux yeux du public, mais c'est le processus le plus logique. Voilà, donc si cette nouvelle, elle est extraordinaire, le roi d'Angleterre meurt, je ne lui souhaite pas. Mettons, la reine d'Angleterre meurt parce qu'elle est morte déjà. C'est une nouvelle qui, est, qui était peut-être attendue, mais qui est extraordinaire. Hein. Ce n'est pas tous les jours que la reine qui avec le plus long règne meurt, mais l'information est reprise par d'autres sources. Donc effectivement, si je suis atteint par ça et que l'émotion prime sur le factuel, et que la nouvelle, elle est vraiment incroyable et presque trop incroyable pour être vraie, il y en a 3, mais l'information est reprise sur d'autres sources, donc ça va, je peux me dire que c'est une vraie information. On en parle sur les chaînes publiques, les chaînes privées, etc. Donc je peux me dire que c'est une vraie information. Si on me dit, regardez, telle personnalité est morte, mais il ne faut pas que ça se sache, mais partagez-le en masse, et que vous n'avez aucune agence de presse qui reprend ça, que voilà, avant même d'avoir des démentis, alors là, vous allez commencer à avoir un problème. Voilà. Donc l'idée est de bien comprendre les mécanismes de la désinformation, de bien la reconnaître pour pouvoir ensuite commencer à déjouer. Hein. Et c'est là qu'interviennent les premières opérations de fact-checking. Hein. Au départ, le fact-checking, c'était une technique de vérification de la parole du politique. Hein. Le fact-checking le plus basique, c'était une personne politique dit ceci, alors on vérifie et on reprend ou on dit que c'est vrai. La pratique s'est complètement intensifié avec Donald Trump, puis avec Vladimir Poutine, puis Jair Bolsonaro et tout un tas d'hommes politiques qui ont instrumentalisé les journaux en mentant et en donnant de la désinformation, ce qui fait que nous devenons nous-mêmes une cible assez facile et bien problématique. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est sorti du politique, on est dans le fact-checking à l'ère du viral, c'est-à-dire qu'on est à peu près on doit à peu près tout fact-checker, ce qui est un vrai, ce qui est un vrai problème. Et nous l'avons vu notamment pendant la période Covid, où lorsqu'il y a des épidémies, il faut absolument vérifier tout ce qui se dit parce que beaucoup de choses, comme tout le monde a la parole, ça crée un bruit médiatique fou et on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, on est dans la vérification des faits et dans la démystification, ce qu'on appelle aussi dans le jargon le debunking. Donc, on voit bien qu'il y a une relation assez forte entre la désinformation, les médias et le fact-checking. Et on aimerait que tout est à peu près interconnecté et on aimerait effectivement pouvoir casser la flèche. Voilà, quand il y a une désinformation, on a les médias qui s'en emparent pour faire du fact-checking et essayer d'arriver à informer les personnes désinformées. Sauf que Sauf que, sauf que bien évidemment, est-ce que c'est utile? On a quand même on a quand même un vrai problème aujourd'hui dans le monde.
et c'est bien le cœur de ce séminaire, c'est que nous avons des médias, et tout le monde s'y met, qui produisent des verticales et des rubriques de fact-checking, mais que ces rubriques de fact-checking n'atteignent que peu les gens qui sont exposés à la désinformation. Et je dis bien exposés comme dans le sens exposés à un virus. Et ça, eh ben, c'est quand même un petit problème. Nous avons aujourd'hui, les rubriques de fact-checking permettent de d'immuniser les gens qui nous lisent, ou qui nous écoutent, ou qui nous regardent, vont permettre de faire douter, ou en tout cas de rassurer sur la véracité des faits, les gens qui doutent, parce que on a beau être tous plus ou moins bien informés, il y a des moments où on se dit: «Ah quand même, ah ben s'il y a toutes ces rumeurs, c'est que quand même il doit y avoir un fond ou autre». Donc le fait de lire quelque chose va nous rassurer sur la véracité, mais les personnes qui sont complètement en dehors du système ne vont jamais lire les articles de fact-checking, ne vont jamais être exposés. Et si vous ne vous informez que sur les réseaux sociaux, ce qui est bien possible, et même il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne s'informent que en fonction de ce qu'il y a dans leur fil, le fil algorithmique va fonctionner pour vous donner ce que vous aimez déjà en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, si vous êtes passionné par la virologie et le Covid-19, il va vous donner accès à tout un tas de théories les plus farfelues, confère tout ce qui s'est passé sur YouTube, et vous allez rentrer dans une espèce de spirale conspirationniste, être de plus en plus exposé au contenu truqué, manipulé ou au faux contenu. Vous commencez à faire des recherches sur les vaccins, vous allez cliquer sur une vidéo qui va vous dire que les vaccins, c'est pas terrible, et que c'est même plutôt dangereux, puis ça va vous donner une vidéo qui va vous dire que le Covid-19 est une imposture, et 1 heure plus tard, vous êtes en train de regarder des vidéos qui vont dire que les pyramides d'Égypte sont des anciennes antennes relais pour les extraterrestres. Et vous allez petit à petit arriver dans une réalité parallèle, et dans lequel votre journal, aussi prestigieux et intéressant et intelligent soit-il, ne sera même plus dans le champ des possibles. Et là, on est quand même dans un vrai problème, c'est-à-dire que la désinformation va complètement brouiller votre regard, va complètement brouiller votre écoute, et vous n'allez absolument pas, vous n'allez plus prêter attention à l'information vérifiée. C'est à ce moment-là que vous êtes dans une réalité qui est complètement parallèle. Et c'est ce qui arrive aux publics les plus vulnérables. La question est, comment va-t-on faire pour les rattraper? C'est pas avec nos petits articles ou avec nos petits sujets qu'on va réussir à les attraper, ou en tout cas plus de la même manière. Et c'est bien le problème. Donc, on a, à mon sens, plusieurs manières pour toucher les gens. Le premier étant adapter ces articles, ces sujets, donc les adapter en termes de format. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de journaux de presse écrite ou de journaux internet faire de la vidéo ou des podcasts, parce que c'est ce qui s'écoute ou c'est ce que consomment les gens. Il va aussi convenir d'expliquer ses méthodes de travail en tant que journaliste, donc donner sa méthodologie, donner ses sources, tout un tas de choses que l'on prenait pour acquises et qui aujourd'hui ne sont plus du tout qui sont obligatoires, à mon sens. Aujourd'hui, il est improbable de ne plus expliquer comment on a travaillé, sans pour autant donner ses sources secrètes et autres, mais de dire qui vous a parlé, pourquoi on a choisi d'anonymiser, quelles sont les sources et les rapports, et éventuellement les mettre aussi en annexe sur une page que personne n'ira lire, mais d'aller expliquer que les chiffres que l'on a cités viennent de tel ou tel rapport. Ça nous demande un travail considérable, mais ça permet aussi de renforcer la confiance du public. Il convient aussi d'aller sur les réseaux sociaux et de discuter avec les gens, de faire de l'éducation média, d'aller dans les écoles, dans les entreprises, dans les maisons de retraite, pour raconter aux gens
comment on travaille, surtout ce qu'est un média et ce que ça n'est pas. Voilà, c'est très important aussi, parce que sinon, c'est la voie aux chaînes d'opinion. C'est-à-dire que derrière, pour rattraper le public et l'audience, les médias vont avoir de plus en plus envie d'aller vers l'opinion. Donc dire, voilà, moi je suis une chaîne de droite, moi je suis une chaîne de gauche, moi je suis une chaîne d'extrême droite, moi je suis une chaîne d'extrême gauche. Et puis c'est très bien, tous ces gens-là ne se rencontrent pas et vont avoir une interprétation très très différente des faits. Ce qui est, du point de vue du journalisme, un peu problématique. Et évidemment, aller à la rencontre de l'audience pour prendre en compte les besoins spécifiques des uns et des autres. Je suis assez général là-dessus parce que j'espère que vous qui m'écoutez, allez pouvoir être un petit, voilà, vous dire, ah oui, mon public, voilà, imaginons que vous êtes journaliste scientifique, vous allez vous dire, bon ben moi, pour mon public, eh bien, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà, d'aller à la rencontre de mon public, ou aller de quoi ils ont besoin. Donc, ça va vous forcer à innover et à sortir des sentiers battus. Voilà. On aura évidemment l'occasion d'en reparler pendant les questions, les séances de questions-réponses. Les publics vulnérables, voilà. Comment les identifier? C'est un vrai problème parce que les publics qui sont généralement exclus ou particulièrement vulnérables à la désinformation, on va penser aux enfants, aux plus jeunes. C'est pour ça qu'en général, l'éducation aux médias, on est sur oui, les enfants ne lisent plus, ne s'informent plus, etc. Mais moi, en premier, je mets les adultes. Parce que les parents, voilà, moi, donc j'habite à Paris, en France. Mes enfants sont dans une école du centre de Paris. Et je leur dis, je dis assez régulièrement aux parents, bah oui, bah nous, avec mes enfants, on regarde le journal télé, on lit le journal, je leur explique, etc. Et la plupart disent, ah non, moi, je les protège. Je les protège du monde, etc. Ce faisant, ils se coupent de l'information, qui est absolument terrible. Ils se coupent de l'information et les adultes ne s'informent plus non plus. Donc, à partir de là, comment peuvent-ils informer les enfants? Voilà. On a aussi dans les publics vulnérables et les seniors et les personnes âgées. Les personnes âgées qui n'ont pas, qui sont peut-être un peu moins intuitives avec la digitalisation, avec Internet, qui vont se mettre à relayer absolument n'importe quoi, sans penser que être sur Twitter, ou sur X, c'est quelque chose de public. Une déclaration sur Twitter est vue comme une déclaration publique, mais eux vont mettre un petit peu tout et n'importe quoi, hein. C'est le syndrome Homer Simpson, j'y reviens. Mais vous êtes là-dessus, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi, relayer, partager, c'est pas grave. Voilà, donc faire comprendre aussi à ces personnes-là que le relais d'information, que la publication de fausses nouvelles, c'est aussi grave que s'ils imprimaient des choses et qu'ils les mettaient en vente. Voilà. Il faut aussi identifier quels sont les facteurs qui rendent ces publics plus susceptibles de croire à la désinformation. Intuitivement, on va dire le niveau d'études. Ben non. En 2020, en pleine crise Covid, nous étions avec l'Université Dauphine à organiser un séminaire autour du Covid-19 et de la désinformation dans le Covid-19. Et une scientifique du CNRS a commencé à prendre la parole, à faire une présentation qui était complètement biaisée. Et nous nous sommes rendus compte que cette estimée collègue était complètement rentrée dans une spirale complotiste et dans un univers parallèle. Une personne éduquée, thèse, doctorat, scientifique, voilà. Donc et à côté de ça, vous aviez des gens sans diplôme qui ont gardé les pieds sur terre. Voilà. Donc le niveau d'éducation n'est pas du tout un facteur. Ça, c'est vraiment important. Et c'est là où c'est vraiment dangereux parce que ça nous oblige à réfléchir à quels sont les facteurs qui rendent les publics susceptibles à la désinformation. Il y a des facteurs de croyance, il y a des facteurs de
morale, comment je me sens, comment je suis par rapport à la société, est-ce que j'ai pris des coups, est-ce que je suis bien, est-ce que je me pense que je suis quelqu'un de spécial ou pas, est-ce que je pense que je suis plus intelligent que la moyenne ou pas, ou plus malin, voilà, ou c'est moi contre eux, ce genre de complexe de persécution est souvent amplifié, voilà. Est-ce qu'il y a une catégorie socio-professionnelle ou religieuse que j'aime plus ou moins que d'autres? Tout ça va me rendre susceptible à ces facteurs de désinformation. Voilà. On le voit aujourd'hui en France avec, avec les répercussions que peut avoir la guerre en Palestine, avec des gens qui sont peut-être plus naturellement antisémites, qui vont prendre fait et cause et soutenir l'organisation terroriste Hamas, et à côté de ça, des gens qui sont israélites et qui vont nier les exactions de l'armée israélienne. Voilà, tout ça va les amener à être beaucoup plus vulnérables et donc vont être susceptibles de croire à la désinformation. Le mot croire est extrêmement important. Voilà, on en revient aux premières slides. Fait, opinion, croyance. Hein. Donc, pour identifier vos publics vulnérables, il va falloir aussi réfléchir à qui est votre audience, qui sont les laissés pour compte et pourquoi et comment aller les chercher. Mais d'abord, il faut d'abord identifier aux facteurs de désinformation. Voilà, comment ils sont. Est-ce que vous, voilà, je voudrais faire une espèce de petite pause maintenant, je ne sais pas s'il y a des réactions, mais est-ce que vous connaissez vos publics vulnérables, par exemple? Est-ce qu'on a des... Pour le moment, nous n'avons pas encore enregistré des questions, rien que des demandes de réception de PowerPoint, des gens qui voudraient, des participants qui voudraient savoir si le document de présentation sera mis à leur disposition à la fin de la session. Et la réponse est c'est bien oui. Nous vous Bien sûr, enverrons oui, les oui. documents. Mais Bien pour le sûr, je mets ça. moment, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à commencer par les poser. Ok, il y a un monsieur, il y a des gens qui lèvent la main. Alors, je sais pas, voilà, je ne sais pas si on peut autoriser les personnes à parler ou pas, mais s'il y a des choses, voilà, sinon on peut garder ça pour après. C'est vous qui me dites, Kossi. D'accord. Je pense qu'on a encore quelques petites minutes, 42, avant les Ok, 30 dernières minutes pour les questions. Donc, on ok, continue. d'accord. Mais Alors, n'hésitez pas pour le moment à continuer à envoyer vos questions, soumettez-les. Le formateur vous répondra certainement. d'accord, je ferai tout ce qu'il faut pour. Donc, Alors, on va. voilà, il y a une question de Cléophas qui demande, qui dit, Salut, je n'ai pas bien compris le lien entre fact-checking, médias et désinformation. Ok. Alors, le lien entre fact-checking, médias et désinformation, c'est qu'on pense que le fact-checking est la réponse unique à la désinformation et que ça passe forcément par les médias. Or, on voit bien que ça marche pas. Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair en le réexpliquant comme ceci. Et donc, pour cela, on va essayer de créer du contenu adapté. Euh, donc, comment on fait pour créer du contenu adapté au public vulnérable? On va essayer d'utiliser d'abord un langage simple et accessible en fonction du public adapté. On va essayer d'avoir des illustrations, d'avoir des photos qui parlent, d'expliquer par exemple comment on retouche une photo. On va aussi expliquer les différents points de vue en présence pour ensuite démontrer les faits. Voilà. C'est très important, il faut donner le moins de crédit possible à la désinformation. Donc très très vite, démontrer les faits, expliquer les points de vue, et puis ensuite essayer de créer un contenu un peu plus adapté. Ça peut parfois être des papiers, souvent c'est des papiers beaucoup plus simples, beaucoup moins littéraires, parfois point par point. Les articles de fact-checking ainsi sont souvent des articles avec des petits paragraphes et des tirets ou des points. Donc tout ça et n'ayez pas peur de la facilité dans l'écriture, parce que cette facilité dans l'écriture va permettre
à vos lecteurs ou à votre audience d'avoir accès plus rapidement à cela. Hein. Et évidemment, après, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais comment dire? Mais voilà, changer parfois de format et de média. C'est-à-dire que si vous êtes un média en ligne, n'hésitez pas à créer des mini podcasts pour les gens qui vous écoutent sur téléphone portable, des petites vidéos, singer les influenceurs aussi parfois. C'est ce que je dis un peu plus tard, d'avoir peut-être des vidéos où vous êtes comme ceci, etc. Tout ça est assez et pas du tout inintéressant. Parce que vous singez les codes des gens qui désinforment, ou en tout cas, vous êtes sur les codes qui vont happer les gens. Voilà. Si vous êtes un journal très très sérieux, bah, allez sur Instagram. Voilà. Moi, par exemple, je ne vais pas sur TikTok, mais je suis sur Instagram. Et si je devais créer du contenu, etc., je n'hésiterai pas à, euh, à prendre les codes des Instagram. Voilà. Ça, c'est très clair. On va maintenant parler de trois. Voilà, parce que je regarde un petit peu le Si- temps, j'accélère un petit peu. voilà. On va S'il vous voir plaît. trois cas pratiques. Le cas numéro un, c'est Learn to Check. Learn to Check, c'est un collectif espagnol fondé à Barcelone, en Catalogne, fondé par une journaliste professeure d'université, Nereida Carrillo, qui travaille à l'Université autonome de Barcelone, et elle a monté learntocheck.org, dont le but est, son but, c'est combattre la désinformation. Voilà. Moi, je faisais partie d'un programme de formation des journalistes au fact-checking, et nous ne combattions pas la désinformation. Nous étions sur le fait que les journalistes vont juste faire leur job. Voilà. Et donc, le job s'adapte et on fait juste notre job, c'est-à-dire on n'est pas en guerre, on est au travail. Voilà, c'était un peu notre méthodologie. Nereida Carrillo et Learn to Check, eux, ils sont en guerre contre la désinformation et ils vont donc produire des livres, du contenu sur le site learntocheck.org pour apprendre aux gens à comprendre les sources d'information, à comprendre comment utiliser les réseaux sociaux, comment décrypter une image et regarder comment et pourquoi les facteurs d'alerte sur du contenu fabriqué ou généré par intelligence artificielle. Mais ils vont aussi imaginer des jeux en ligne, des escape games de l'info, c'est-à-dire que pour comprendre à vérifier l'info de manière ludique, comprendre à consommer l'information et apprendre ça de manière ludique, ils vont avoir évidemment des modules de formation vidéo et ils ciblent les publics séparément. C'est-à-dire qu'ils ont des modules pour les seniors, des modules en entreprise, parce que la désinformation en entreprise fait des ravages, des désinformation économique, les rumeurs au bureau, etc. Et évidemment, de l'éducation aux médias pour les enfants. Donc ça, c'est un collectif qui est très intéressant, avec énormément de ressources en ligne en espagnol et en anglais sur le site learntocheck.org. Je précise que c'est une association caritative, donc je n'ai aucun bénéfice ou quoi que ce soit à vous le présenter. Le cas numéro 2, c'est le cas d'un journaliste de France 2, donc une chaîne française qui s'appelle Julien Pain, qui présente une émission qui s'appelle Vrai ou Faux, anciennement Vrai ou Fake. Et lui, ce qui m'intéresse, c'est que lui, il va à la recherche de son public vulnérable sur X. Donc là, il y a un rappeur qui est très célèbre en France qui s'appelle Booba et qui a viré complètement complotiste et qui désinforme à longueur de temps par provocation, punchline, etc. Julien Pain n'hésite pas à discuter avec lui, à discuter avec les désinformateurs sur les réseaux sociaux, mais il va également se rendre dans le monde physique, là où sont les manifestants, là où sont les gens, là où sont les désinformateurs, non pas pour lui dire, moi, je sais ce qui est un fait, mais pour provoquer de la discussion, comprendre. Il est beaucoup dans l'empathie. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce travail-là parce que je serais incapable de le faire, mais il va voir les gens et leur dit, mais enfin, comment ça se passe pour vous? Comment vous faites?
Voilà, il a une vraie empathie pour travailler avec les gens et discuter avec les gens qui sont contaminés par la désinformation. Est-ce que ça fait avancer un petit peu les choses? Oui et non. Je pense qu'il met aussi les complotistes, appelons-le voilà, appelons-les comme ça, face à leurs contradictions, sans jamais s'énerver, toujours dans la communication bienveillante. Et ce faisant, je pense qu'il fait réfléchir à la fois ceux qui doutent, mais aussi pas mal de gens qui se disent c'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions dans ma manière de penser. Voilà. Et ce faisant, c'est sans doute un travail de long terme qui dépasse le cadre du journalisme, parce qu'évidemment, il présente une émission de vérification de l'info et de fact-checking, hein, mais au-delà de ça, il prend beaucoup de son temps de travail et de son temps libre pour aller à la rencontre des gens. Et je pense que c'est un travail qui est extrêmement utile. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, à regarder un petit peu comment il interagit avec les gens, parce que c'est assez intéressant. Enfin, le troisième cas, là encore, je n'ai aucune action là-dedans, hein, c'est Reporters sans frontières, l'ONG de défense de la liberté de la presse dans le monde, qui a créé le Journalism Trust Initiative, qui est une réponse à la crise de confiance des médias. Leur idée, c'est de mettre en place un mécanisme international de certification qui va récompenser les pratiques de journalisme éthique pour donner un avantage concurrentiel face aux fake news. Concrètement, les journaux, les médias s'auto-évaluent sur leurs bonnes pratiques, puis ensuite il y a un examinateur qui vient les certifier, et le GTI donne un label de certification comme une norme qui est apposée. Et l'étape d'après, c'est que le GTI s'impose aux réseaux sociaux, à Google, aux grandes plateformes, pour prioriser dans leurs réponses les journaux qui sont, ou dans YouTube, les médias qui sont certifiés GTI, c'est-à-dire un certificat indépendant de fiabilité, voilà, que le journalisme est fait de manière éthique, que la diversité des sources sont respectées, etc., etc. Et à ce moment-là, les rankings remontent par rapport aux désinformateurs. Voilà. On n'est pas loin. Aujourd'hui, il y a une adhésion assez massive un peu partout dans le monde sur le Journalism Trust Initiative. C'est en tout cas comment dire, une initiative qui est intéressante dans la manière dont elle est menée et qui commence à porter ses fruits alors que ça a été monté il y a moins d'un an. Comment on fait ensuite? Une autre manière, c'est évidemment d'aller à la rencontre des enfants, à la prochaine génération, enseigner les compétences critiques, ce qu'on appelle l'éducation aux médias à l'information, qui vise à développer les connaissances des individus pour leur permettre d'utiliser avec discernement les médias de manière critique et créative dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Je vous ai bien sûr laissé, alors ce sont des ressources françaises, mais elles sont en français et elles peuvent vous intéresser sur des kits pour débuter sur de l'enseignement aux médias. J'ai également mis des outils, pardon, des outils et ressources que vous connaissez peut-être, mais c'est toujours bien d'avoir ceci en tête. L'outil InVid développé par l'agence France Presse pour la vérification de vidéos, ça va vous permettre de tracer une vidéo, d'où elle est partie, combien de fois elle a été dupliquée, sur quel réseau, et si jamais elle a été modifiée en cours de route. Vous avez un programme d'enseignement du fact-checking qui s'appelle EU Fact Check, qui vous permet d'avoir un pas à pas pour apprendre à fact-checker. First Draft News, que je vous ai cité dans les différentes typologies de désinformation, qui est pas mal présent sur le continent africain, qui peut également être de bonnes ressources sur la désinformation. France Média Monde et CFI, Canal France International, la coopération française, qui donne des bons conseils sur leur blog, sur des outils pour fact-checker.
Et enfin, les Américains de NewsGuard qui font des newsletters au sujet des briefings sur les dernières tendances de la désinformation. Sans surprise, on y parle beaucoup de désinformation russe. Voilà. Et plus on sera au courant et plus il nous sera facile d'aller à la rencontre de nos publics. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec cette présentation. J'espère qu'il y a des questions, et en tout cas des questions auxquelles je peux répondre. J'aimerais susciter des débats aussi entre vous pour pouvoir évidemment en parler un peu plus et un peu mieux, parce que pouvons-nous faire, et je m'inclus dedans, que pouvez-vous faire pour lutter contre la désinformation dans vos communautés de lectrices, de lecteurs et d'audience. Donc voilà, je laisse également mon adresse email si vous en avez besoin, et je suis sur les réseaux sociaux sous mon nom. Voilà. Je suis de moins en moins actif parce qu'il y a de plus en plus de désinformation, mais en tout cas, je suis joignable par ces canaux. Voilà. Je vous remercie en tout cas, et j'espère que nous allons avoir des partages intéressants. Merci encore, Monsieur Naron. Des partages intéressants, nous en aurons des partages puisque nous avons déjà pas mal de questions. Je prends celle-ci assez rapidement, la question de Gloria. Les personnes vivant avec handicap font aussi partie des personnes vulnérables face à la désinformation. Gloria qui voudrait savoir si les personnes vivant avec handicap font aussi partie des personnes vulnérables face à la désinformation, ou est-ce qu'il faut spécifier le type d'handicap? La même question a été posée dans les commentaires sur Facebook. La question de Salama qui dit, parmi les vulnérables, j'aimerais qu'on ajoute aussi les sourds-muets ou les malentendants. Oui. Alors, Je pense que les deux questions merci quelque part un peu voilà, liées. effectivement. Oui, oui, absolument. En fait, ça dépend du handicap. Si vous êtes en fauteuil roulant, vous n'êtes pas forcément coupé de l'information. Donc, c'est pour ça que j'hésite à parler un petit peu des handicapés comme voilà, comme une communauté globale. Euh, Effectivement, si on est malvoyant, aveugle, malentendant ou sourd, cela peut poser des problèmes, mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait de vous un public vulnérable? Ben, aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Je connais des personnes non-voyantes qui sont journalistes, qui sont chefs d'entreprise ou qui sont très informés, enfin, voilà, qui sont plutôt journalistes. Et ce faisant, moi, je ne les identifie pas comme étant vulnérables. Ils sont vulnérables dans la vie de tous les jours quand ils ne savent pas gérer leur handicap. Mais est-ce que ça fait d'eux des publics vulnérables à la désinformation? Pas plus que mon petit-neveu qui passe son temps à jouer à Fortnite et qui connaît rien du monde qui l'entoure. Bah, sans vouloir heurter des sensibilités. Je pense que là, on est vulnérable à la désinformation. Évidemment que les personnes souffrant d'un handicap sont des personnes vulnérables par ailleurs, mais est-ce qu'ils sont plus vulnérables que moi à la désinformation? Je suis pas sûr. Une question de Madagascar qui vient de poser par Nadia. Est-ce qu'on peut considérer le chômage, la pauvreté comme des facteurs de vulnérabilité à la désinformation? C'est une excellente question. J'aurais tendance à dire oui, parce que ça va vous mettre dans une position de précarité économique et de précarité émotionnelle et intellectuelle. Et à ce moment-là, oui, vous êtes moins sociabilisé, donc plus susceptible de rentrer dans une bulle cognitive. Et effectivement, oui, les personnes sans emploi, en précarité économique ou émotionnelle sont plus susceptibles d'être dans cet esprit de revanche, de s'enfermer dans une bulle algorithmique, parce qu'aussi ils ont du temps pour s'enferrer là-dedans. C'est absolument très intéressant, oui. L'objet de ce sommet aussi, c'est d'offrir des subventions aux journalistes pour pouvoir développer leurs propres projets multimédia, alors des projets qui innovent dans la diffusion de l'information factuelle. Et pour quelqu'un qui participe à cette formation, M. Naron, et qui voudrait par exemple développer un projet avec pour objectif d'atteindre des publics qui sont vulnérables à la désinformation, pour vous, c'est quoi déjà une bonne piste? Hmm. Euh, Investir les réseaux sociaux. Je parle, voilà, je n'ai pas réfléchi, hein, donc je vais parler
à brûle pour point comme ça, investir les réseaux sociaux là où sont les gens. Voilà, donc vous avez compris que je ne suis pas fan de TikTok du tout, mais si demain je monte un média, il se peut que j'investisse TikTok et en reprenant tous les codes pour imiter la viralité. C'est-à-dire comment on fait pour rendre, ça c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps, comment on fait pour rendre une news vérifiée valide. On a un énorme problème en ce qui concerne le fact-checking, c'est qu'il faut aller 5 minutes à un homme ou une femme politique. Allez, j'aime bien tirer sur les politiques, mais mettons un homme ou une femme politique peu scrupuleuse qui, pour faire 5 tweets sur X totalement farfelus, et nous, il va nous falloir 15 jours pour décrypter un seul de ces tweets. Donc 15 jours plus tard, bah, la personne, elle en a déjà fait 12 autres, elle a déjà oublié ce qu'elle a écrit. Donc comment on fait pour automatiser la réponse? Comment on fait pour rendre cette réponse virale? Voilà. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut invisibiliser cette réponse, enfin en tout cas ces tweets, une fois qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient faux, avant d'apporter une réponse, mais comment on fait pour accélérer le temps de réponse? Pour ça, je pense que l'intelligence artificielle pourra aider. Comment on fait ensuite pour rendre cette réponse virale et aussi virale que la désinformation? Voilà, ça c'est des choses qui m'agitent et je pense qu'en jouant aussi sur les codes de la personnalisation, de jouer un peu les youtubeurs ou les instagrammeurs, il y a peut-être un début d'élément de réponse. Mais voilà, je serais ravi de participer à des brainstorming. Petite parenthèse, pourquoi vous n'êtes pas très fan de TikTok? Ah, je suis pas très fan de TikTok parce que c'est un. Alors là, pour le coup, je suis désolé si je heurte des sensibilités, mais c'est un média qui vient de Chine, qui est extrêmement intrusif sur le plan technologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous installez l'information, la formation a absolument accès à tout, votre répertoire, etc. Il n'y a aucun au- aucun filtre sur les données, c'est-à-dire que tout est envoyé directement à des entreprises chinoises derrière, afin de traitement statistique, etc. Donc ça nourrit des algorithmes qui vont pousser le contenu le plus divertissant et refouler le contenu le plus pédagogique, ce qui fait qu'en fait, on part, nous, journalistes, avec une longueur d'avance et on est aussi beaucoup sur de l'exploitation des données pour des fins ensuite d'intelligence artificielle qui vont être faites pas forcément dans le respect de l'éthique qui est la mienne, comme par exemple quand vous avez des challenges, mets une photo de toi vieux, mets une photo de toi jeune, toutes ces photos, toutes ces images vont être envoyées en Chine et vont servir après à des logiciels de détection de reconnaissance faciale pour les personnes qui ne seraient pas dans les clous, qui seraient par exemple des Ouïghours. Donc voilà, je suis désolé si je heurte un peu, mais voilà, ça fait partie des choses qui font que je ne suis pas un énorme fan de TikTok, que je trouve beaucoup trop intrusif et je trouve déjà les firmes américaines très très intrusives. Une autre question de Boreima. Bonsoir. Comment faire pour valoriser les rubriques de fact-checking? Je pose cette question car j'ai un collègue qui partageait ses articles de fact-checking dans les groupes de journalistes. Malheureusement, il est mal apprécié. Finalement, il a cessé de partager. Et oui, parce que en fait, le problème du fact-checking, c'est qu'on pointe souvent les erreurs des camarades et c'est un vrai problème. Donc, les valoriser, c'est peut-être pas dans un groupe de journalistes, mais peut-être les valoriser un peu plus à l'extérieur, parce qu'il faut diffuser, 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 diffuser. Donc, diffuser à l'extérieur, reprendre les infos dans d'autres journaux avec son accord, voilà. Mais on a aussi un problème, c'est que parfois, euh, en... quand j'ai commencé à m'intéresser à la désinformation, je me suis rendu compte que je n'étais pas exposé au départ à la désinformation et que si je choisissais de vérifier une parole, beaucoup de gens n'en avaient jamais entendu parler. Et donc, parfois, vous allez avoir des fact-checking sur des choses dont vous n'avez jamais entendu parler.
Et pour certaines personnes, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que vous donnez accès à la désinformation en même temps. C'est un vrai problème. Donc, voilà. Donc oui, valoriser le fact-checking est important, en le partageant à titre personnel, et en comment dire, et en allant aussi en expliquant pourquoi vous partagez. Vous, journaliste. Moi, journaliste, je choisis de partager le travail d'un collègue parce qu'il a fait une enquête rigoureuse et minutieuse. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là, en fonction de votre style de publication sur les réseaux sociaux. Mais il faut diffuser assez largement. Une longue question, je vais essayer de la résumer un peu. Elle a été posée sur Facebook dans les commentaires. Euh, c'est une partage d'expérience. Pendant la période forte et primaire de la COVID-19, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du FASO a travaillé à la sensibilisation face à l'explosion de fausses informations sur la maladie à coronavirus. Nous avons créé une émission spéciale dénommée Vaincre le COVID-19. Le souci pour nous a été de pouvoir faire le fact-checking en langue locale. Alors, ma question est de savoir comment adapter le fact-checking avec la réalité des langues locales. Ah, c'est un vrai problème, et c'est un problème qu'on a aussi avec l'intelligence artificielle, où il y a des modèles de langage qui sont en train de se créer dans les langues locales africaines pour pouvoir interagir plus facilement avec les gens. Il n'y a pas de mystère, c'est qu'il faut, si vous voulez toucher et adapter le contenu, ça passe aussi par l'adaptation à la langue locale, et faire une édition en langue locale, et peut-être aussi trouver aussi un partenariat, hein, pour faire un pont avec mon camarade Laurent Bigot, de trouver un partenariat avec un média local radio, si vous êtes un site internet, pour trouver quelqu'un qui pourrait vous traduire ça dans la langue locale à la radio, parce que les radios sont écoutées de ces communautés, par exemple. Voilà. C'est peut-être ça la réponse. J'essaye de faire vite également dans les réponses. Il nous reste encore quelques minutes. Comme journaliste fact-checker, nous vérifions plusieurs informations véhiculées parfois avec des liens phishing. Pour les vérifier, je n'utilise que URL Void comme outil. Hormis ça, est-ce qu'il y aurait d'autres outils pouvez-vous nous aider qui peuvent nous aider à vérifier les faux liens? La question posée par Balobaki depuis la RDC. Alors, c'est compliqué parce que les liens, enfin les outils évoluent tout le temps. Voilà. Moi, j'ai donné de nombreux cours sur les outils multimédia au départ, puis les outils de fact-checking. Chaque année, tous les 6 mois, vous prenez votre PowerPoint, vous le mettez à la poubelle et vous en refaites un autre. Si vous avez un outil qui marche, gardez-le. Après, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est la recherche inversée c'est la recherche de Google. Vous mettez le lien non pas dans la barre du haut, mais dans la barre de recherche Google, et vous voyez ce qui ressort. Voilà, ça vous évitera de cliquer dessus sur du phishing et compagnie. Ou alors, moi, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que j'avais un téléphone et un ordinateur qui ne servaient qu'à cela. C'est-à-dire un ordinateur sans aucune donnée personnelle, connecté à rien, et de tester un petit peu les différentes choses comme cela, pour voir si c'est du vrai ou du faux. Mais non, non, si vous avez un outil qui fonctionne, les autres outils vont être similaires, et fonctionneront moins bien ou pareillement que URL Void. Désolé, hein, j'aurais aimé vous donner l'outil magique, mais ça n'existe pas. Ousmane voudrait savoir quels sont les effets de la désinformation dans un contexte électoral aussi particulier comme c'est le cas actuellement au Sénégal. Il demande est-ce qu'on peut faire du fact-checking sur des engagements, des promesses de candidats qui sont parfois basées sur des prévisions et non des faits. Alors, Les c'est encore journalistes une fois. au BBC Africa Dakar. Oui, eh ben, écoutez, je vois bien. Moi, je travaille avec le CESTI de Dakar également, et c'est un sujet, la désinformation dans le contexte électoral sénégalais est un sujet que je suis, et qui m'est cher.
C'est un vrai problème. En fait, dans la charte de fact-checking, on doit faire, et vous trouverez ça dans la méthodologie EU Fact-Check, première chose dans l'arbre de choix, c'est de savoir si vous devez fact-checker une phrase, c'est est-ce que c'est un fait ou une opinion? Oui ou non. Si c'est une opinion, elle ne se fact-check pas. Si c'est un fait, on continue le cheminement. Ce cheminement, ce fait, est-il une prédiction, une prévision ou s'est-il déjà réalisé? Si c'est une prédiction, ça rejoint l'opinion. Voilà. Par exemple, si je vous dis en France, le chômage baissera de 5% en 2025 n'est pas pareil que si je vous dis je pense que le chômage va baisser en 2025 de 5% ou le chômage a baissé de 5% en 2023. Dans le premier cas, qui est le chômage va baisser, je suis péremptoire. Si je suis un homme politique, je m'appuie sur des faits et je vous dis c'est mécanique, ça va se passer comme ça. Là, vous pouvez éventuellement vous dire on peut commencer à fact-checker les raisons qui font que c'est vrai ou que c'est faux, en prenant des pincettes. Mais si je vous dis, je pense que ben là, c'est foutu, vous ne pouvez pas fact-checker. C'est un vrai problème. Dans ces cas-là, il y a d'autres manières d'expliquer voilà, c'est une opinion et en aucunement un fait, tout ça. Et bon courage pour la couverture de cette élection à BBC Afrique. Euh, une autre question. Pour la création des contenus sur les réseaux sociaux, serait-il nécessaire d'ajouter les enfants dans la lutte contre la désinformation? Oui, il faut ajouter tout le monde. Il faut en faire des relais, il faut leur expliquer ce qu'est une information, ce qu'est une opinion, leur apprendre à s'informer, même si l'information est dure, hein, le monde est dur, etc. Hein, mais il faut leur expliquer parce que sinon, ils vont se retrouver propulsés de l'enfance à l'adolescence sans avoir aucune notion de ce qui se passe. Et ensuite, ils vont être extrêmement vulnérables au moment où ils seront adolescents. Et donc, au moment où ils vont devoir voter, ils vont être complètement polarisés parce qu'ils sont trouvés sur les réseaux sociaux. Des gens qui vont dire c'est bleu, c'est génial, et d'autres qui vont dire c'est rouge, c'est honteux. Voilà. Et c'est foutu, plus aucune nuance. Donc, si on apprend l'esprit critique, si on apprend la nuance, si on apprend le débat, ça va faire aussi une bonne manière de comprendre l'information. Une question de la RDC. Salutations confrères de la RDC qui envoie énormément de questions, ça fait plaisir. Euh, Dans un milieu reculé comme ici en RDC, il y a des endroits où les gens n'ont pas accès à une information vérifiée. Alors, comment pouvons-nous lutter contre la désinformation dans ces milieux? C'est très compliqué. Euh, alors, il y a les radios locales. Voilà. Voilà, je ne connais pas la personne qui a, je ne sais pas ce qu'elle fait. Euh, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement comme média, mais des radios locales, parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'internet ou autre. Donc la radio reste le vecteur privilégié dans les régions sans internet. Et ben, il y a aussi les caravanes. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Julien Pain ou de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières, l'année dernière, a fait le tour de France avec une caravane de l'information et est allé dans différentes villes et villages à la rencontre des gens laissés pour compte de l'information, qui se considéraient comme laissés pour compte, pour aller créer du débat, organiser des réunions publiques et discuter avec les gens sur les biens fondés de l'information et autres. Et rien n'empêche de faire ce genre de choses à son échelle pour faire des réunions publiques autour de faits, de discuter politique, de discuter santé, de discuter information et d'amener aussi de l'information et pas juste un avis. Très important. Par exemple, moi, souvent, dans ce genre de choses, je dis, moi, je pense que voilà d'où je parle, mais parfois, je suis contredit par les faits. Voilà. Mon opinion est contredite par les faits, et donc je suis bien obligé de m'incliner que ce que je pense n'est pas vrai. C'est un exercice parfois d'humilité assez compliqué, mais
Si vraiment, si vous en avez la possibilité, parce qu'évidemment, si tes coins sont reculés, bah, c'est difficile d'y aller, mais y aller, c'est pas inintéressant. Monsieur Nahon, est-ce qu'il ne faut pas, encore une fois, souligner la nuance qui existe entre le fact-checking et la désinformation? Toujours. En fait, la désinformation va toujours plus vite, de toute façon. La désinformation ira toujours plus vite que la vérification des faits et que l'information vérifiée. Par principe, hein, la désinformation ne vérifie rien, alors pour tout sur son passage, comme la rumeur. Alors que nous, journalistes, quand on prend du temps, bien, on prend du temps pour vérifier, aller voir dans les sources, etc. Il y a quelque temps, il y avait un. Alors, on peut automatiser les recherches, mais il faut quand même le montrer. Et avec des élèves, on avait fait une petite vidéo on parlait d'un pacte, il y avait un pacte européen qui venait d'être signé et des gens avaient commencé à dire qu'il y allait avoir 450 millions de migrants, enfin un chiffre délirant qui n'existe même pas, 450 millions de migrants qui allaient venir d'Afrique et inonder l'Europe. Et que ça permettrait ça et que c'était écrit dans le traité. Comment vous faites une recherche sur quelque chose qui n'existe pas? Quelque chose qui est purement inventé. Ben, il a fallu qu'on montre qu'on a scanné, qu'on a fait une recherche, comment on fait des recherches de texte, etc., à l'intérieur d'un PDF, pour expliquer que ce chiffre n'apparaissait nulle part. Et on l'a fait sur Facebook, on l'a fait sur le PDF d'origine du traité, etc., etc., sur les sites des organisations. Voilà, c'est-à-dire que ça prend du temps d'enquêter des fois sur du vide, sur des trucs faux. Plus facile de montrer un truc qui est vrai que de montrer un truc ou quelque chose qui est faux en disant voilà, il y a un fait et c'est faux, que quelque chose qui repose sur du vide, qui n'existe pas. Et ça, les désinformateurs l'ont bien compris. Donc ils inventent, et puis nous, on rame derrière. Donc oui, il y a une nuance, il faut courir derrière, mais voilà, il faut le faire quand même. Une, une autre question, celle de Cléophas, je crois que c'est la deuxième question du même participant. Quelle stratégie peut-on mettre en œuvre pour briser les désinformations à l'égard des mœurs, des coutumes et celles liées à l'handicap physique? En tant que journaliste, je crois que je comprends à peu près les sous-temps, enfin le sous-texte. Le journaliste ne peut pas tout. Voilà, je sais bien que dans désinformation, il y a information, etc. Et on pense souvent que les troubles de l'information doivent être réglés par les gens qui produisent de l'information. Je pense que c'est un travail conjoint de toute la société. Le journaliste doit prendre sa part, mais il doit y avoir aussi un effort commun avec l'école, l'enseignant, avec le politique, avec l'hôpital, avec, encore une fois, le politique local, le politique national, et créer des campagnes globales là-dessus. Je pense que si vous faites un article sur le fait qu'il y ait des handicapés physiques qui sont maltraités en RDC, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'imagine que ça peut l'être au vu de votre question, eh bien, il faut que ce soit quelque chose de global et une réponse globale. Donc là, on dépasse la frontière, on passe la frontière du journalisme et on devient un militant. Donc, contactez peut-être des militants pour prendre fait et cause, mais après, ça peut vous poser un problème d'éthique journalistique quand vous devrez traiter ces sujets-là. Donc, attention, voilà. Mais là-dessus, c'est un travail, la réponse à la désinformation, elle ne peut être que globale et conjointe de toute une société. Et ça passe par des militants et des choses comme ça. Des gens qui vont au contact, qui vont dans les villages et qui expliquent les choses. La question de route. Comment adapter mon article de fact-checking au public? Lorsqu'on écrit pour une communauté pluraliste où tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel, dois-je écrire, on- on- je dois écrire autant d'articles pour chaque cible ou avoir un langage universel et accessible à tous? Elle a posé la question deux fois. La première fois, c'est de savoir comment atteindre le public inatteignable lorsqu'on n'a pas les moyens nécessaires lorsque ce public n'a pas les moyens nécessaires pour avoir accès à mon article. Exemple, une fausse rumeur dans un coin reculé, je suis toujours obligé de rédiger un fact-check
un fact-checking? Et si le niveau d'instruction du public ne leur permet pas de prendre connaissance du contenu de mon article, dans ce cas, que dois-je faire? Est-ce que je dois écrire autant d'articles adaptés à chaque niveau, au niveau du public? Je ne sais pas, est-ce qu'ils iront vous lire de toute manière? La question est si vous estimez qu'il y a un public qui a pas le niveau d'instruction nécessaire, peut-être faut-il en faire un podcast ou une vidéo. C'est à ce moment-là que justement, hein, vous vous rappelez là quand j'ai fait le malin comme ceci, c'est peut-être aussi le moment de faire des vidéos sur les réseaux sociaux avec le concentré de votre article, avec les informations essentielles. Donc, dans ces cas-là, bah, vous donnez votre article aux réseaux sociaux, hein, peut être un vrai problème, mais ça peut peut-être vous amener de l'audience ou en tout cas remplir votre mission. C'est extrêmement compliqué parce que c'est vous, en fait, c'est vous qui avez la réponse, c'est vous qui savez. Moi, je vous écris, enfin, je vous parle depuis Paris, où on a d'autres problématiques de désinformation aussi avec des gens coupés de l'information, mais je me garderai bien de vous donner, c'est vous qui savez en fait. Euh, Moi, j'aurais plutôt tendance à dire changer de média et essayer de vous demander où sont ces personnes que vous voulez atteindre. Voilà. Et à partir de là, vous verrez si vous faites une conférence, si vous faites une réunion publique, une discussion, ou si vous faites une vidéo pour Facebook. Une question qui nous vient de l'Algérie. Comment gérer les recherches ou investigations face au monde compliqué des algorithmes, dont le niveau d'instruction ou d'acculturation de beaucoup de pays, dont africains? Comment Ouh. gérer les recherches ou investigations face au monde compliqué des algorithmes, dont le niveau d'instruction ou d'acculturation de beaucoup de pays, dont africains? Posé par Joël, un journaliste Oui, oui, algérien. mais c'est très compliqué parce on est à la fois prisonnier de l'algorithme, mais on peut aussi le déjouer. C'est-à-dire que si vous savez comment il marche, vous pouvez éduquer vos lecteurs à déjouer l'algorithme, c'est-à-dire mettre des cœurs, mettre des likes, commenter les publications et taguer des gens pour les amener à le lire et faire en sorte que l'algorithme s'intéresse à ces gens, que votre contenu soit relié à d'autres gens. Donc tout ça peut être un peu compliqué. Prenons l'exemple de Facebook. Facebook va amener des personnes en situation, euh, va- plus vous allez liker et plus il va vous en donner. Hein, c'est comme ça que le mouvement dit des Gilets jaunes a vraiment prospéré en France, c'est-à-dire c'était un mouvement de contestation de gens qui mettaient des gilets jaunes de sécurité pour aller sur les ronds-points et faire une espèce de grève permanente. Et les gens se retrouvaient sur Facebook. Et plus les gens adhéraient à ces communautés, et plus on leur proposait du contenu de ces communautés. Donc il faut jouer de ça aussi. C'est-à-dire que si tout se passe sur Facebook, comme c'est encore le cas en Algérie, hein, corrigez-moi si je me trompe, je dis encore le cas parce qu'en France, ça le fait un peu moins. Euh, il faut, dans ces cas-là, aller dans ces groupes, taguer des gens et aller au contact de manière extrêmement pacifique pour dire, voilà, bonjour, moi j'écris des articles, voilà, si vous avez la gentillesse de les lire, la bienveillance de les lire, j'attends vos retours et puis après, vous taguez les gens. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont les repartager. Parce qu'en plus, vous leur mâchez le travail. Vous êtes tagué, vous êtes flatté, on claque, vous avez juste un clic à faire et c'est fait. Mais c'est La difficile. question posée sur Facebook, est-ce qu'on peut utiliser des concours de génie en herbe, de sketch et autres jeux pour lutter contre les fausses informations dans les zones peu couvertes par Internet? Les concours de génie en herbe? Ah Les oui, concours, d'accord, voilà, les différents concours de l'école, bien sûr, bien sûr. voilà. Voilà, Les ça me animations paraît. scolaires. Oui, oui, bah, il faut réussir justement, c'est tous ensemble, hein, et notamment avec l'école, pour travailler sur la cible des enfants, oui, des plus jeunes, bien sûr. Il nous reste encore 6 bonnes minutes avant la fin de cette session de formation. Une autre question, assez de questions également sur Facebook. La question de Benjamin qui voudrait savoir de quoi tenir compte lorsqu'on veut élaborer des articles de fact-checking dans un contexte de conflit armé. Dans un contexte où il y a une abondance de messages de haine et de propagande militaire comme celui de l'Est de la RDC. Il dit,
Il ajoute, en tenant bien sûr compte de la sécurité du journaliste. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que la première chose à faire, c'est ce que je ne sais plus quel était l'organisme qui avait fait ça. C'était Run, Hide, Tell, c'est-à-dire vous courez, vous vous cachez et vous racontez. La sécurité du journaliste est d'abord essentielle, et parce que sinon on ne pourra plus rien raconter du tout. La, la- Après, dans un conflit armé, c'est très compliqué d'établir des faits tels qu'ils se sont passés. Soit vous êtes, comme racontait un ami reporter de guerre, qui me dit bah, de toute façon, j'ai le métier le plus facile du monde, je sors, c'est la guerre, je raconte. Mais en fait, vous allez recueillir des points de vue. Mais les gens ne savent pas toujours vraiment ce qui se passe. Et donc, c'est un, ça peut être un vrai souci. Donc, dans ces cas-là, on va recueillir les points de vue et après, on va essayer, avec ce faisceau d'indices, de discerner ce qui s'est vraiment passé. Voilà, comme sur un accident de la route ou autre. Voilà. Évidemment, on est sur un contexte de guerre et donc on est sur un contexte comment dire, on est sur un vrai contexte de danger et de propagande. Donc, vous devez savoir que chaque personne que vous interrogez aura un agenda, aura une idée derrière la tête. Voilà, c'est un combattant, il combattra d'un côté ou de l'autre. Donc là-dessus, faut faire un petit peu attention, mais il faut aller à la rencontre des gens. C'est très difficile. Nadine qui dit, je reviens sur reconnaître la désinformation. Je ne suis pas d'accord sur le deuxième point. Alors, si le point qui dit ceci, si ce n'est pas repris par d'autres sources, car il arrive souvent qu'une fausse information soit reprise par un réseau de plusieurs sources. Votre réaction? C'est vrai. Alors, quand je dis plusieurs sources, c'est des sources de journaux légitimes. Parce qu'évidemment, vous avez raison, et je me suis sans doute mal exprimé, on a les réseaux de trolls ou de bots ou de machins qui se répondent eux-mêmes et qui se retweetent ou se partagent eux-mêmes. Donc oui, bien sûr. Quand je dis, dans les exemples que j'ai donnés, je parlais de journaux ou de médias, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse les réseaux sociaux et pas juste des comptes. C'est-à-dire, vous allez avoir un site d'information qui va reprendre un autre site d'information. Donc, je vais donner des exemples français, mais vous allez avoir une information publiée par l'Express qui va être reprise par France Inter, par France Info, par RTL, par TF1, par des chaînes de télé, par des radios, des journaux, et tous les journaux vont en parler dans leur communauté. Et pas Toto 44 qui reprend Michel 827 et qui reprend Popov 1024, quoi. Donc voilà, qui sont des faux comptes qui créent une espèce d'écosystème qui va créer un bruit, le chaos informationnel. Donc oui, oui, pardonnez-moi si je me suis mal exprimé. Joël voudrait savoir ce que vous pensez de l'approche ludique, comment on le fait pour l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle pour toucher le grand public et particulièrement les enfants et les adolescents. Objectif à caractère pédagogique et sensibilisateur. Je pense que ça, c'est euh, voilà, votre En voilà un beau impression. projet pour votre concours de bourse. Voilà, associez-vous avec un programmateur, un développeur ou autre pour essayer d'imaginer un chat GPT de l'info ou d'avoir un jeu en ligne. Voilà, on a beaucoup pensé à ce qu'on appelait les news games ou les serious games il y a quelques années. On a inventé des jeux assez incroyables. David Dufresne, un journaliste français, avait travaillé pendant des mois sur un jeu vidéo qui était un peu comme un long reportage interactif formidable. Mais on en est arrivé à la conclusion qu'on avait trouvé des beaux jeux, mais qu'on n'avait pas encore trouvé le Tetris de l'info. Vous savez, ce petit jeu où vous devez remplir des trucs, ou le Pac-Man de l'info, c'est-à-dire le jeu qui soit rapide, facile et addictif. Si vous arrivez, vous, à trouver le Pac-Man ou le Tetris de l'information, dans ces cas-là, vous avez peut-être que l'IA va vous permettre de faire ça, que de la génération de contenu automatique va vous permettre de faire ça. Mais c'est à vous d'imaginer le jeu. En tout cas, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Il faut réussir à la concrétiser pour avoir un jeu, réussir à faire un jeu d'information populaire.
La toute dernière question, celle de Lucien. Quels sont les défis et les enjeux auxquels sont confrontés les médias traditionnels dans un pays où la désinformation et les fake news sont largement répandus et comment surmonter ces défis? Bah, c'est un peu la somme de tout ce qu'on a dit avant, Ouais. c'est-à-dire ne pas abandonner, ne pas se laisser submerger, continuer d'y croire, d'apporter sa pierre et d'apporter sa pierre et d'essayer de faire basculer les gens un par un. Voilà, comme le fait le journaliste dont j'ai parlé, Julien Pain, d'aller à la rencontre des gens, sans jamais être agressif, sans jamais être arrogant, sans jamais penser qu'on détient la vérité, mais de donner des faits et de bien, bien connaître ces dossiers, parce que face à la désinformation et aux gens désinformés qui vont dire oui, mais si, oui, mais ça, il faut surtout pas se retrouver pris de court, parce qu'on va vous balancer de l'information ou de la désinformation. Et si vous ne savez pas ce qui se passe dans ces cas-là, vous avez beau savoir que c'est faux, vous n'avez aucun argument à donner. Je terminerai par un exemple vécu. Euh, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un magazine de musique, de journalisme musical, et je suis revenu voir la rédaction il y a quelques années, et la personne me dit, on parlait du réchauffement climatique pendant la réunion de rédaction, et la personne m'a dit, mais de toute façon, les voitures n'impactent pas du tout dans le réchauffement climatique parce que dans tel livre, on parle des rayonnements cosmiques et c'est les rayonnements cosmiques, donc on aura beau limiter la voiture, euh, ça ne servira à rien. Je n'avais aucun argument. Je savais que cette théorie était du bullshit, mais je n'avais aucun argument. Il a fallu que je rentre chez moi, que je me dise, mais les rayonnements cosmiques, ça me dit un truc. Ah, mais oui, bien sûr, c'est cet ancien ministre qui a complètement vrillé, qui avait sorti ça. Et du coup, j'ai regardé d'où ça venait, etc. Et pourquoi c'était faux, etc. Mais j'étais incapable, au moment où on m'en a parlé, d'opposer une quelconque euh, un quelconque argument factuel, à part dire non, mais c'est n'importe quoi ton truc, ce qui n'avance évidemment rien au débat. Donc, si vous voulez vraiment faire quelque chose là-dessus, il faut surtout bien connaître vos dossiers. Bon, vous avez une chance, vous êtes journaliste, donc c'est un bon début. Il faut bien connaître vos dossiers. Merci à Monsieur Naron pour cette session de partage encore une fois. Le temps passe tellement vite. Nous venons d'épuiser 1h30 à échanger autour de la thématique comment atteindre des publics vulnérables à la désinformation, des publics difficiles et complexes. Et je pense que tous les participants et les participantes à cette session ont appris quelque chose de nouveau ou voilà, ont trouvé ces échanges vraiment utiles et bénéfiques pour eux, pour la suite de leur carrière, pour la suite de leurs travaux. Nous avons lancé un petit sondage pour recueillir un peu vos impressions, savoir si cette formation vous a été utile et si et aussi une certaine façon pour nous d'évaluer vos connaissances avant et après cette formation. Donc, nous vous prions de prendre quelques secondes, quelques petites minutes. Le sondage ne dépasse pas plus d'une minute afin de nous renseigner, de nous répondre, de nous dire si ce type de formation vous a plu ou a été utile pour vous d'une quelconque manière. Merci encore une fois à tous les participants et les participantes, à tous les confrères et les consoeurs qui nous ont suivis depuis le début et qui sont restés fidèles jusqu'à la fin de cette session. Nous en avons encore deux autres, le 21 mars et le 28 mars. La semaine prochaine, ce sera avec le rédacteur en chef de TV5 Monde, M. Ousmane Diaye, qui est aussi éditorialiste, qui a travaillé, qui a été le rédacteur en chef de Afrique sur Courrier International. Avec lui, on va parler de comment restaurer la confiance du public, comment instaurer une confiance avec le public ou comment renforcer la confiance avec les lecteurs. Et une dernière session le 28 mars, bien sûr, on va parler de l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'intelligence artificielle? Nous avons reçu une question sur les algorithmes. Eh bien, on aura le temps d'en parler beaucoup plus en large lors de cette dernière session. Alors, je rappelle encore une fois que le sommet, pour ceux qui participeront à deux ou à trois ou quatre sessions, pourront soumettre leurs projets et si leurs projets sont acceptés ou sélectionnés, vont bénéficier des subventions pour pouvoir
mettre en place, mettre en œuvre des projets qui luttent contre la désinformation. On n'a pas voulu s'arrêter seulement sur la théorie, mais aussi offrir des financements aux journalistes afin qu'ils puissent voilà, mettre en œuvre les conseils, les recommandations ou les connaissances qu'ils ont appris au cours de cette session de formation. Merci encore à vous, Monsieur Naon. J'espère qu'on vous aura encore pour de prochaines activités de l'ICFJ. C'était vraiment un plaisir de vous écouter pendant 1h30. Si ça ne tenait qu'à moi, voilà, Merci, nous allons continuer encore, mais on va devoir arrêter parce que les gens sont si fatigués et bien vont sûr. vaquer à d'autres occupations. Merci encore une fois. Et je rappelle, pour ceux qui ne sont pas satisfaits parce que leurs questions n'ont pas été répondues, le formateur a partagé avec vous votre mail. N'hésitez pas à lui laisser des questions ou à me les envoyer si vous trouvez ça beaucoup plus smooth. Envoyez-moi les questions. Je me ferai bien sûr ce devoir-là de lui envoyer, de vous transférer les questions. Encore, et pour ceux et celles qui s'inquiètent quant à la réception de documents de présentation, bien sûr, les documents vous seront envoyés. Celle de la formation du jeudi dernier, celle-ci et les deux autres aussi, nous espérons les compiler dans un dossier Drive et les envoyer une fois, plutôt que de les envoyer à tous les participants à la fin de chaque session. Nous estimons que bon, ça permet à tout le monde de gagner du temps, rassembler ces documents-là dans un dossier Drive et de vous les envoyer une fois à la fin de la session parce que, bien sûr, nous attendons que vous développez des projets, mais nous allons mettre ces documents-là à votre disposition parce que nos mémoires oublient beaucoup vite, donc ça vous permet de vous rappeler de ce qui a été dit. Je ne vais pas être long, je suis déjà assez long. Bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi. Encore une fois, je ne sais pas si M. Naron voudrait. J'aime pas vraiment quand on dit quel est votre mot de fin. Je ne sais pas, mais M. Naron, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on termine cette session. Bah, merci. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir bon, j'adore parler de ce terme, hein, mais de cette thématique, mais voilà, je regardais en même temps les gens qui, voilà, l'audience est restée. Je vous remercie en tout cas de la qualité de vos questions. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à tout, mais voilà, je ne sais pas tout et c'est vous qui savez en fait. C'est vous les journalistes, c'est vous qui savez. Ce sera mon mot de la fin, c'est que c'est en réfléchissant à plusieurs qu'on sera meilleur. Vraiment bon courage pour celles et ceux qui doivent couvrir des élections en temps de désinformation. Bon courage à celles et ceux qui sont hélas minés par la guerre. Faites attention à vous. Voilà, vous faites un métier magnifique, mais de plus en plus déconsidéré. Donc ne perdez pas espoir et bah, c'est aussi vous qui avez les solutions. Voilà. C'est en connaissant C'est bien un, les mé- bases que vous arriverez à trouver les solutions. c'est un métier magnifique. Je retiens cette phrase-là pour moi. Merci encore. Mais n'essayez surtout pas, ça c'est un conseil, à entrer en contact avec M. Naon sur TikTok. Il n'est pas sur TikTok. Allez, au revoir. Merci, au revoir.